Ça, c'est une ligne de train fermée depuis plus de 7 ans. Beaucoup d'arbres et pas beaucoup de trains. Aujourd'hui, je vous explique comment la ligne qui relie Limoges à Angoulême a fini par fermer faute de financement, mais aussi comment elle pourrait réouvrir prochainement. Alors d'abord, pour la petite histoire, cette ligne de train elle est inaugurée il y a exactement 150 ans, en 1875. Et ça, après 7 ans de travaux par la Compagnie des chemins de fer des Charentes. À l'époque, la construction des chemins de fer est assurée par différentes compagnies privées qui se répartissent le territoire national. On retrouve par exemple la Compagnie du Paris-Orléans ou la Compagnie du Nord, de l'Ouest, dont la Compagnie des chemins de fer de Charente. Cette ligne, elle démarre à Limoges-Bénédictin. Elle passe ensuite par la gare de Limoges-Montjoly, aussi appelée gare des Charentes, vous comprenez pourquoi. Puis elle court le long de la Vienne jusqu'à Aix-sur-Vienne. Quelques arrêts plus loin, c'est Saint-Junien, puis Saillat-sur-Vienne avec ses papeteries. On arrive ensuite en Charente avec Roumazières, Chasseneuil, La Rochefoucauld, puis Ruel et enfin Angoulême, préfecture de la Charente, reliée à Paris par la LGV Paris-Bordeaux. Bon, mais ça, c'était avant. L'histoire de notre ligne, c'est celle malheureusement d'une centaine de lignes en France qui a connu durant les années 90 et 2000, 2010 des défauts de maintenance. On n'a pas suffisamment maintenu cette ligne-là et ce qui a eu pour conséquence d'être obligé de ralentir les trains. Donc la SNCF devait mettre des limitations de vitesse, ce qui rallonge le temps de parcours, ce qui diminue la fréquence et ce qui diminue la fréquentation des usagers. Et à un moment donné, à force de ralentissement et de défaut de maintenance, on est obligé d'interdire la circulation au train. C'est ce qui s'est passé le 13 mars 2018, il y a 7 ans, où sur la partie charentaise, entre Saillat, Chassenon et Angoulême, les trains ne peuvent plus circuler. Et depuis 7 ans, on attend que des décisions se prennent, des décisions politiques se prennent quant au financement des travaux qui sont nécessaires pour pouvoir réouvrir à la circulation des trains. À l'époque, en 2018, il est encore peut-être question de rouvrir la ligne. Mais alors que les travaux sont chiffrés à 150 millions d'euros, SNCF Réseau annonce ne pas souhaiter investir sur cette ligne. Un an plus tard, toujours pas de train entre Limoges et Angoulême. Mais la région s'engage à mettre sa part des 150 millions d'euros nécessaires, en demandant à l'État et la SNCF de financer le reste. Encore un an plus tard, en 2020, toujours pas de train. Mais la SNCF annonce lancer des études préliminaires aux travaux de réouverture, et ce pour une durée de 3 ans. L'État et la région ont cofinancé ce qu'ils appellent des études préliminaires. Et ce n'est pas des études de pacotille parce que ça coûtait 2,3 millions. Donc ils ont mandaté SNCF Réseau pour faire ces études et ça fait à peu près 3 ans que SNCF Réseau travaille dessus. Ils ont fait des carottages, des investigations, des études, des devis, etc. Et ils arrivent, et en tout cas ce qu'on nous dit, c'est qu'il faudrait 242 millions d'euros pour pouvoir régénérer complètement la ligne entre Angoulême et Saillat-Chassenon. 2 ans plus tard, en 2023, la région et l'État annoncent investir 34 millions d'euros sur cette ligne d'ici 2027. Un montant nécessaire pour maintenir le service sur la ligne jusqu'à Saillat et pour avancer dans les études pour les travaux de régénération. La réouverture de la ligne est alors évaluée à 242 millions d'euros, qui comprennent ces 34 millions d'euros de travaux, de maintenance et d'études. Aujourd'hui, plus de 7 ans après sa fermeture, la ligne est cependant toujours fermée entre Saillat et Angoulême, privant le Limousin des trains vers la Charente et toute une partie de la Charente de ce moyen de transport essentiel. Pour comprendre comment on en arrive là, il faut que je vous explique comment est financé le réseau ferré. Bon, admettons que cette grosse boîte, c'est la SNCF. À l'intérieur de cette grande entreprise, on a 5 composantes principales. Donc notamment Géodis qui fait du transport de marchandises par la route. Ensuite on va avoir Keolis qui est un transporteur urbain. On a aussi donc Rail Logistique Europe qui fait du transport de fret par train, dans lequel se trouvait avant Fret SNCF liquidé en 2024. Les 2 entreprises qui nous intéressent le plus, c'est d'abord SNCF Voyageurs qui s'occupe de faire rouler des trains et SNCF Réseau qui s'occupe d'entretenir et de développer le réseau ferré.
Alors en vrai, c'est comme ça depuis 2014, puisque avant ça, on avait d'un côté la SNCF avec ses différentes entreprises, et de l'autre SNCF Réseau, qui s'appelait alors Réseau Ferré de France, et avec donc la charge du réseau ferré. On va dire avant 97, il y avait la SNCF et donc l'État donnait de l'argent, enfin c'était vraiment une entreprise d'État et c'était ça qui payait, on ne se posait pas la question. En 97, première directive européenne qui impose l'ouverture à la concurrence, notamment pour le transport de marchandises, et donc il faut une structure indépendante qui attribue les sillons, donc l'espace-temps sur lequel roule un train, aux entreprises privées. Donc c'est pour ça qu'il y a une création de RFF, donc Réseau Ferré de France en 97, qui est une structure indépendante. Déjà on augmente les coûts du système, puisqu'on met une deuxième structure avec des coûts, de toute façon dès qu'il y a de la facturation, on augmente les coûts. Donc d'un côté, RFF est propriétaire du réseau, mais n'a aucune compétence, c'est que des financiers, aucune compétence technique, aucune compétence de maintenance, d'exploitation. Elle paye à la SNCF pour faire la maintenance des trains sur le réseau, et la SNCF paye RFF pour faire rouler ses trains sur le réseau. Voilà. C'est un petit peu tordu, mais c'est comme ça. Et puis ça ne fonctionne pas un système comme ça. L'État a fait le constat qu'il faut réunifier le système ferroviaire, donc pour réunir on passe de 2 à 3 entreprises. C'est tordu, il y a des gens qui réfléchissent quand même. On transfère en fait tous les agents de la SNCF qui étaient en charge de la maintenance du réseau et de l'exploitation sont transférés à RFF. Donc on se retrouve avec SNCF Mobilité à l'époque et SNCF Réseau. Donc ça c'était en 2014, et une structure mère, donc la troisième structure qui est là pour tout ce qui est un peu transverse, immobilier, ces choses-là, la police ferroviaire, etc. Avant 2020, la SNCF c'était un établissement public à caractère industriel et commercial, c'est-à-dire une entreprise publique avec la charge d'un service public qui doit se faire en dehors des règles de la concurrence. Parmi ces fameux EPIC, un certain nombre sont passés sous le rouleau compresseur de l'ouverture à la concurrence, comme notamment La Poste, EDF, GDF ou encore France Télécom. D'autres sont encore là, comme l'INA, l'ONF, la RATP ou encore la RTM. Bon, mais du coup, l'argent dans tout ça. Eh bien, SNCF Réseau, pour entretenir le rail, fait payer aux entreprises qui circulent sur les lignes des péages. Bonjour. Il faudrait payer le péage. Et merci. Au revoir, bonne journée. Cet argent vient donc des différentes entreprises qui font rouler des trains sur le réseau français, et donc principalement de la SNCF, et donc aussi principalement des billets que vous payez en prenant le train. En fait, dans le détail, il y a plusieurs catégories de trains que fait rouler la SNCF qui se distinguent principalement par les financements publics qu'ils reçoivent. Par exemple, le TGV est un service complètement rentable pour la SNCF, son coût est totalement assumé par le prix des billets. Bon, la construction des LGV c'est une autre histoire dont on parlera une autre fois. Les TER et les intercités sont quant à eux des services conventionnés, c'est-à-dire payés par les subventions publiques pour maintenir le service nécessaire. Les intercités sont donc financés par l'État et les TER sont quant à eux financés principalement par les régions. À titre d'exemple, en Nouvelle-Aquitaine, la région annonce financer environ 80% du coût des billets que vous achetez. Une dernière catégorie de trains qui roulent sur le réseau français et qu'on retrouve, c'est les entreprises concurrentes. Par exemple, Trenitalia qui fait rouler des trains entre Paris et Lyon et qui ressemble plus au TGV, c'est-à-dire un service complètement assumé par le prix des billets et a priori pas subventionné. Mais ça c'est a priori et pareil, on en reparlera un jour. Donc pour résumer, SNCF Réseau touche des péages des entreprises qui font rouler des trains sur le réseau français. Donc principalement la SNCF au travers donc des TER subventionnés par les régions, des intercités subventionnés par l'État et des TGV payés par les prix des billets, ainsi que les compagnies concurrentes à la SNCF qui font rouler des trains sur le réseau. En plus de ça, la SNCF a ce qu'on appelle un fonds de concours, qui l'oblige à réinvestir une partie de ses recettes dans le développement et l'entretien du réseau. De cette manière, en 2024, la SNCF a effectué 1,6 milliard de bénéfices et 1 milliard a été réinvesti dans ce fameux fonds de concours. Mais tout ça ne suffit malheureusement pas à rattraper les dizaines d'années de retard, de sous-investissement que la SNCF ne peut pas assumer toute seule. Et pour l'instant, les entreprises concurrentes ne semblent pas pressées de participer à ce fonds de concours.
Ce système de financement, il pose un problème sur les lignes peu fréquentées. En fait, les trains payent un péage. Le sillon il a un coût et donc moins il y a de sillons d'utiliser, moins il y a d'argent qui entre et en fait à une époque il y avait une péréquation nationale au niveau des financements, c'est-à-dire qu'il y a un pot commun et on redistribuait quoi. Et aujourd'hui on n'est plus là-dessus, on est sur une logique on va dire géographique et on y va de plus en plus, y compris avec ce qu'on appelle l'ouverture à la concurrence qui est plutôt une privatisation, mais cette logique-là fait qu'on est de moins en moins en péréquation et donc il suffit de regarder le contrat de plan État-région de la Nouvelle-Aquitaine sur les transports, les moyens mis sur la Gironde sont 10 fois plus importants que les moyens mis sur le Limousin. Mais c'est aussi un lien avec la quantité de population, alors ça peut s'entendre, mais si on reste logique comme ça, soyons-le pour tout et puis qu'on fasse pareil pour le réseau électrique. Et donc à ce moment-là, on va fermer des lignes électriques qui alimentent le Limousin, les gens n'auront plus d'électricité, pas grave, c'est des choix politiques. Et donc là, je pense que quand on prend un exemple comme ça doit faire tilter les gens en se disant ah oui, mais non, c'est qu'à un moment, il y a besoin d'infrastructures, qu'elles soient de transport électrique ou autre, le réseau d'eau et tout ce qu'on veut. Et donc, il faut une péréquation nationale. Et au gré des transformations de la SNCF, de son ouverture à la concurrence et de la libéralisation, ces petites lignes sont abandonnées, y compris par l'État. La réforme de 2014 met en place une règle d'or. Alors 2014-2018, il y a eu les deux, mais il y avait déjà des avancements où en gros, faut désendetter la SNCF puisque c'est la SNCF qui jusqu'à présent avait payé les lignes à grande vitesse, alors que c'était de l'infrastructure et de l'État. L'État s'était désengagé de ça pour ne pas prendre dans ses 3% de dette la dette du ferroviaire, alors que c'est une dette d'État. Et donc il faut assainir la dette de la SNCF. Et donc en fait il y a un premier désengagement en disant le financement des lignes, en gros des petites lignes, donc les lignes qu'on ne dit pas structurantes, il pourra être fait par tout le monde. C'est-à-dire que celui qui a besoin, il paiera. Ça veut dire des collectivités, éventuellement entreprises si c'est une ligne dédiée fret. Par exemple, si on prend nous sur ce qu'on a chez nous, la ligne Tours-Châteauroux, donc sur la partie Indre, c'est une ligne pure fret. Et donc il y a des travaux l'année dernière qui ont été financés par les coopératives agricoles. Et donc ça va être la conséquence sur les lignes de desserte fine voyageurs principalement, c'est qu'on fait rouler quasiment que du TER et donc l'État et SNCF Réseau, mais enfin c'est l'État derrière, en gros les régions démerdez-vous pour payer ça. Ça dure un temps, puis aujourd'hui on est dans une situation où il n'y a plus de fiscalité qui rentre, plus assez, et en fait les régions ne peuvent pas financer à hauteur des besoins le réseau. Alors pour bien comprendre, je précise que les régions, si elles ont récupéré l'organisation des TER, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'autorité organisatrice des transports, elle n'est pas pour autant devenue propriétaire des lignes. Les régions sont certes propriétaires des rames de TER qu'elles prêtent à la SNCF pour faire rouler les trains, mais le réseau reste la propriété de l'État. Alors que depuis les années 80, de gros investissements ont été mis dans les lignes à grande vitesse et le développement du TGV, le reste du réseau a été globalement délaissé, ce qui nous amène aujourd'hui dans une situation très critique. C'est ce qu'explique le PDG de la SNCF. Ce qu'on dit, c'est que le réseau ferroviaire français, il n'est pas en si bonne forme. Quand on le voit comme ça, on a l'impression que tout va bien, on voit des rails, ça a l'air solide, mais il vieillit. Il vieillit vite en ce moment. Le vieillissement, il s'accélère. Il a 30 ans de moyenne d'âge. Mais c'est qu'une moyenne. Il y a des rails qui ont plus de 100 ans, il y a des caténaires qui alimentent les trains avec l'électricité qui ont plus de 70 ans, donc c'est fragile. Ça peut casser, ça peut tomber en panne. Et une panne de réseau, ça touche énormément de trains. Quand qu'un seul train tombe en panne de moteur, il n'y a qu'un train. Mais quand le réseau est arrêté, c'est des dizaines et des dizaines de trains qui ne peuvent plus passer. Et ça peut durer des heures avant de rétablir le réseau. Donc les impacts du réseau sur la régularité, ils sont énormes. Voilà. Et quand la voie aussi s'use trop, on est obligé pour des raisons de sécurité de baisser la vitesse. Parce que sinon, on ne pourrait pas faire rouler les trains à pleine vitesse. Si on baisse la vitesse, les temps de parcours augmentent, c'est moins attractif, on va bien. Mais on est à un moment de bascule. Voilà, c'est pour ça que là, ça devient sérieux. C'est-à-dire, l'enjeu, c'est de trouver des sous. Il faut reconnaître, c'est un enjeu d'argent public, parce que la SNCF, aujourd'hui, finance toute seule la régénération du réseau, la remise en bon état du réseau, mais ces moyens ne suffisent pas. Il faut trouver 1 milliard de plus à partir de 2028. Ce n'est pas tout de suite, mais il faut prendre les décisions tout de suite pour qu'on puisse organiser tous les travaux, prévoir les interceptions, les arrêts de circulation des trains d'un point de vue industriel. Il faut décider maintenant. Le besoin, on le connaît. Il faut trouver à partir de 2028 1 milliard d'euros par an. C'est peu et c'est beaucoup à la fois. C'est beaucoup d'argent, mais par rapport au budget de l'État français, c'est peut-être accessible. Le risque dont parle Jean-Pierre Farandou, c'est celui de se retrouver dans la même situation que l'Allemagne, qui a vu son taux de ponctualité chuter
de 85% à 60% en moins de 3 ans. Pour en savoir plus là-dessus, je vous recommande la vidéo de la chaîne Ourail qui explique très bien le cas de l'Allemagne. Et j'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne du média On est là et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Mais revenons à notre réseau ferré et ses 1 milliard d'euros manquants chaque année. Elisabeth Borne avait bien annoncé en 2023 un plan à 100 milliards d'euros pour le ferroviaire d'ici 2024, alors qu'elle était encore Première ministre. Mais pour l'instant, rien de concret et ce plan ne semble toujours pas avoir de financement. 100 milliards entre 2023 et 2040, déjà l'enveloppe, elle n'est pas au rendez-vous. Et d'ailleurs même le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, dit lui-même que dans ce plan de 100 milliards d'euros, il manque 1,5 milliard d'euros par an, justement pour les lignes de desserte fine. Il faut faire en sorte qu'il y ait plus de financement pour le train, au-delà de ces 100 milliards. Second point, on l'a vu tout à l'heure, en ce qui concerne les 34 millions d'euros pour les études, où l'État ne finance que 40%, eh bien dans ces 100 milliards, ce n'est pas 100 milliards de l'État, hein. C'est 100 milliards dont une petite partie de l'État, peut-être 30%, et le reste, c'est à piocher dans la poche des copains, des conseillers régionaux, des conseillers départementaux, des grandes agglomérations. Et qu'est-ce que ça représente comme danger? D'abord, ce n'est pas du tout fair play de ne pas assumer sa compétence budgétaire, mais surtout, en termes de prise de décision, c'est un enfer. Parce qu'il faut réunir, nous, pour Limoges-Angoulême, si on n'a pas vu 20 personnes en l'espace d'un mois et qu'on les a tenues comme ça, comme un château de cartes, il suffit qu'on en enlève un qui dise « moi j'y vais pas » et plaque, le château de cartes du financement, il s'effondre. Eh bien voilà, dans la situation dans laquelle on est plongé maintenant, pour pouvoir prendre des décisions politiques, des décisions engageantes pour les 50 prochaines années, il faut mettre 20 collectivités autour d'une table pour trouver les financements. Ce n'est pas du tout sérieux, c'est pas comme ça que la France va se redresser et va avancer vers la transition environnementale. Donc globalement, l'État ne met pas l'argent qu'il faudrait dans un réseau pourtant en souffrance, trop vieux et donc en danger. Il n'hésite cependant pas à refiler la responsabilité sur la SNCF ou les collectivités. Seulement ces collectivités soumises à l'austérité budgétaire que leur imposent les gouvernements de Macron, parfois elles font des choix plutôt merdiques. Par exemple, la région Nouvelle-Aquitaine n'a pas décidé de financer les quelques 80 millions estimés pour maintenir en service la ligne Guéret-Felletin, qui va donc fermer au mois d'août 2025. Et dans le même temps, cette même région annonce vouloir investir 1 milliard d'euros dans la nouvelle ligne de TGV Bordeaux-Dax-Toulouse. On pourrait aussi parler du département de la Charente qui est sous tutelle pour 1 an depuis quelques semaines après l'incapacité du conseil départemental à voter un budget. Du coup, on ne sait plus trop si de l'argent il y en a ou pas dans les caisses de l'État et des collectivités. En tout cas, s'il y en a, visiblement, ce n'est pas pour le réseau ferré du Limousin. Alors l'argent, il y en a, on sait bien. Et notamment nous, c'est bien simple. Notre ligne Angoulême-Limoges, elle suit un cheminement parallèle à la route nationale 141, qui est un tronçon de la route Centre-Europe-Atlantique, une route importante. Et sur cette route-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit 4000 camions au jour qui ne font que traverser de l'Espagne à l'Allemagne. Donc nous on dit, s'il y a un problème de financement, mais faisons payer ces camions transnationaux qui ne font que traverser la France sans rien payer pour l'entretenir, notre infrastructure routière. Nous, on nous pose souvent la question de la rentabilité de ces petites lignes. Mais est-ce qu'on s'est une fois posé la question de la rentabilité de l'investissement routier ou du qui paye pour l'investissement routier? Donc l'écotaxe poids lourd qui a été bêtement en bâtonnière en 2012, qui était financée par une contrepartie importante qui était l'augmentation de la charge roulante dont a bénéficié depuis 2012 gratuitement le transport routier, eh bien il faut la remettre en place et financer à la fois nos infrastructures routières et nos infrastructures ferroviaires. Et effectivement, depuis l'abandon de l'écotaxe en 2012, le collectif Angoulême a estimé le manque à gagner à 104 millions d'euros par an en Limousin. Une somme qui aurait largement pu permettre de développer et d'entretenir le réseau ferré. En appliquant par exemple le tarif de 15 centimes du kilomètre, comme vient juste de le faire l'Alsace,
Les quelques 60 km parcourus par 4000 camions par jour permettraient en effet de rapporter 262 millions en 20 ans. De quoi largement rembourser l'investissement pour la réouverture de la ligne, un investissement en plus à très long terme, car une voie ferrée, ça dure des dizaines et des dizaines d'années. Et un investissement qui vaut le coup si on regarde le potentiel de la ligne, y compris en termes de fret, et si on regarde un peu la répartition des émissions de gaz à effet de serre en France. On voit que le principal poste d'émission est occupé par les transports, avec 32% des émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, si on zoome un peu dedans, on voit qu'il y a 90% de ces émissions qui sont causées par le transport routier. Alors que si on regarde là, juste à côté, on a moins de 1% qui revient au train. Alors avec ses 4000 camions par jour, la nationale 141 a eu largement plus d'attention ces dernières années que la ligne de train Limoges-Angoulême. Et quand je parle d'attention, je veux surtout dire pas mal de fric. Cette route qui va de Limoges à Angoulême dessert globalement les mêmes régions que la ligne de train. Et elle est sur le point d'être finalisée en 2 fois 2 voies. Il reste pour ça un peu moins de 22 km à finir au milieu du parcours. Et ces derniers 22 km, ils ont coûté 265 millions d'euros. Bon, même si cette somme aurait suffi à financer la réouverture de la ligne de train, on comprend que ce soit dommage de ne pas finir complètement le chantier. Oui, sauf qu'il manque encore 1 km non financé, et que ça a failli foutre le bazar partout. A été annoncé que la fin de la mise en 2 fois 2 voies de la route nationale 141 n'irait pas jusqu'à son bout et qu'il resterait 1,5 km qui resterait en 2 fois 1 voie, comme c'est le cas actuel à Chasseneuil-sur-Bonnieure. Et l'État dit voilà, il nous manque 7 millions d'euros. Vous imaginez 7 millions d'euros dans le budget de la France. Il nous manque 7 millions d'euros. Il y en a certains, c'est ce qu'ils gagnent chaque jour au CAC 40. Et il manque 7 millions d'euros, on ne va pas faire cette portion-là, point barre, et ils ont posé ça. Et ça, c'est ce qu'ils savent faire. Ils aiment bien mettre en tension, ils aiment bien mettre en compétition, ils aiment bien faire des petits chantages. Et quand ils viennent à Limoges, ils disent « Ah, vous voulez faire Limoges-Poitiers, il ne faudra pas faire Limoges-Angoulême ». Et quand ils vont en Charente, ils disent « Ah, vous voulez terminer la 2 fois 2 voies, on vous comprend bien. Mais alors pourquoi ne pas piocher dans les 34 millions d'euros qui viennent d'être inscrits là il y a 2 mois dans le contrat de plan pour la ligne ferroviaire et les mettre pour terminer la route? C'est quand même prioritaire, vous êtes d'accord? Et comme ça, de chantage en chantage, ils font monter des clivages. Et pendant que les préfets de région, les préfets de département de la Charente, les préfets de la Haute-Vienne jouent le jeu du petit chantage, nous à Angoulême, notre métier, c'est de faire de l'union, de l'unité, de la cohésion et de montrer que la détermination politique des élus du territoire et des citoyens est là pour que ces financements arrivent. Alors depuis la fermeture de cette ligne, les trains continuent quand même de rouler entre Limoges et Saillat-sur-Vienne. Des travaux ont d'ailleurs été réalisés en 2023 pour remplacer 10 km de voies entre Limoges et Aix-sur-Vienne, ce qui est plutôt rassurant pour l'avenir de cette ligne. Ces derniers jours, il y a eu du mouvement, puisque le collectif Angoulême a révélé que le rapport des études de 3 ans, rappelez-vous celle commencée en 2020, avait été remis à la région par SNCF Réseau. Pour l'instant, pas grand-chose de nouveau, puisqu'il annonce un coût total de 340 à 360 millions d'euros, dont 240 à 260 millions pour régénérer Saillat-Angoulême et 100 millions pour remettre la partie Limoges-Saillat dans un état optimal. Des montants déjà connus jusque-là. Le plus important, c'est ce qu'il y a dans ce rapport, et c'est pour ça que le collectif a exprimé plusieurs demandes. À l'occasion, le collectif a notamment demandé une assemblée de remise du rapport d'études pour permettre d'en connaître le contenu. Il permettra ainsi de savoir le nombre de gares où pourront se croiser les trains, un élément très important puisqu'il conditionne le nombre de trains qu'il est possible de faire rouler sur une voie comme celle-ci en voie unique. On pourra aussi connaître les vitesses proposées ou encore la capacité de fret. Ce dernier point est particulièrement important puisque le long de cette ligne se trouvent divers sites industriels de différentes tailles.
C'est par exemple les papeteries à Saillat-sur-Vienne, situées le long de la voie, la briqueterie à Roumazières, 2 sites industriels à Exideuil ou encore la carrière de Condat en activité qui livre déjà du ballast par le train, mais est coupée de tout un marché à cause de la ligne fermée à partir de Saillat. En plus de cette assemblée de restitution de l'étude, le collectif Angoulême demande la mise en place d'une commission de suivi pour s'assurer régulièrement que la réouverture avance et qu'elle se fait dans les bonnes conditions. Ainsi que la mise en place d'une convention de financement avec l'État pour qu'il s'engage à mettre les 360 millions d'euros nécessaires pour la ligne. À l'heure où je poste cette vidéo, on attend encore les réponses à ces différentes demandes. En attendant, le collectif Angoulême continue de se mobiliser sous des formes souvent assez originales, comme il le fait depuis 2 ans, pour demander la réouverture de cette ligne de train essentielle. En 2024, ils ont effectué une marche du rail, partant de Saillat-sur-Vienne jusqu'à Angoulême en marchant sur la voie, parfois assaillis par la végétation. 1 an plus tard, c'était la caravane du rail, sur laquelle j'ai fait une vidéo d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et c'est sans compter les manifestations à différentes occasions, des actions qui apparaissent indispensables pour rappeler à l'État et la région qu'on n'a pas prévu d'abandonner le service public ferroviaire. Pour soutenir le collectif Angoulême, vous pouvez le faire en adhérant sur leur page Hello Asso et en venant à toutes les mobilisations organisées. Vous pouvez aussi partager la vidéo autour de vous un maximum et dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous appréciez mon travail et que vous en avez les moyens, vous pouvez soutenir le média On est là sur Tipeee. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.